Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Jamais rêvé d'être une star, le tout nouveau format podcast Westrack Radio composé de 3 épisodes, un épisode par mois pour vous accompagner durant l'été. Profitez d'un échange entre l'artiste émergente caennaise Eléa qui nous partage son expérience et moi-même. On y parle musique avec un thème différent pour chaque épisode, le processus créatif, le fait d'être une femme dans la musique ou bien encore le rapport entre artistes et réseaux sociaux. Ce premier épisode sera donc diffusé sur Westrack Radio pendant le mois de juin et sera évidemment disponible à la réécoute sur notre site internet ainsi que sur Spotify sous le nom Jamais rêvé d'être une star. Pour ce premier épisode fondateur du podcast Jamais rêvé d'être une star, Eléa va donc nous parler de son processus créatif, de l'écriture à la production en passant par le travail en famille. Commençons par découvrir l'un de ses derniers singles, c'est Tu connais par Eléa. Tu sais pas si c'est ton verre, mais tant qu'il y a de l'alcool dedans, ça se boit. Il est qu'une heure, tu tiens pas l'alcool et la fumette en même temps, ça se voit. C'est parti pour les meufs qui chantent en soirée. Le lac du Connemara, Céline et Garou, les Champs-Élysées. Plus t'as de grammes dans le sang et plus ça le fait. Bientôt debout sur la table à danser comme Beyoncé. Garde tes sapes et ta dignité, y'en a qu'un des deux que tu peux ramasser. Attention, t'es filmé, tu connais. Après minuit, faut rentrer à pied. Tu connais les trucs qu'il faut pas mélanger. Tu connais quand tu te dis que tu feras plus jamais. Plus jamais. Tu connais le verre qui fait tout déborder. Tu connais des trucs qu'il faut pas raconter. Tu connais quand tu te dis que tu feras plus jamais. Tu connais ta dernière fois date pas d'hier. Mais ce soir t'es prêt à tout, ça se voit. Tu rentreras pas avec Miss France cette nuit si t'en ramènes une, mais ça le fera. La fête est finie, c'est le moment d'y aller. Chope ta veste en boule coincée sous le boule des gens sur le canapé. Vous êtes plus que 5, t'avais pas remarqué. Le make-up des meufs est aussi élancé que le parquet. Demain sera triste, tu te réveilleras avec une odeur de tease et un goût de cendrier. Mais faut pas y penser, tu connais. Après minuit faut rentrer à pied. Tu connais les trucs qu'il faut pas mélanger. Tu connais quand tu te dis que tu le feras plus jamais. Tu connais slalom dans rue, egg, fuck les pavés éclatés, fais pas un mec, t'es rincé. Comme les arbres de ta ville que t'arroses sur le trajet. Après minuit faut rentrer à pied. Tu connais des trucs qu'il faut pas mélanger. Tu connais quand tu te dis que tu le feras plus jamais. Plus jamais. Tu connais le verre qui fait tout déborder. Tu connais des trucs qu'il faut pas raconter. Tu connais quand tu te dis que tu le feras plus jamais. Tu connais. Retrouvez tous ces derniers singles disponibles à l'écoute sur toutes les différentes plateformes et retrouvez-la également sur Instagram @elea.musique. Je m'appelle Eléa, j'ai 27 ans, je viens de Caen et je fais de la musique avec mon frère, avec une petite équipe. À la base, moi, mon idée pour le podcast, c'était qu'on se penche sur ton processus artistique, mais Ouais. je me suis dit on pourrait aller plus loin en abordant différents thèmes, mais du coup, là, ce premier épisode, je pense que ça va être le plus long en soi parce que c'est là où il y a le plus de choses à dire. Ouais. Donc on va parler de ton processus artistique et aussi parce que toi tu travailles en famille, avec ton frère et ton père parfois, c'est ça? Ouais, Enfin, c'est tu ça. me diras après. Et du coup je trouvais ça intéressant de savoir comment tout ça se passait. Du coup commençons par le commencement. Comment toi tu as commencé la musique et par rapport à ton enfance, ton éducation, comment t'as été influencé?
Il y a toujours eu la musique dans notre vie d'enfant, hein, mon frère et moi, parce que mes parents ont toujours fait de la musique. Mon père était dans un groupe, à l'époque, il en vivait. Ok. Ça s'appelle comment? Ça s'appelait Mes souliers sont rouges, le groupe. Donc du coup, il en vivait, c'était son métier. Et ma mère, pendant ce temps-là, elle a été prof de chant pendant un certain temps. Donc en fait, nous, on a toujours été... dans la musique, c'est ça, on a toujours eu accès en fait, à des instruments ou des trucs comme ça. En revanche, mes parents nous ont jamais poussés à faire de la musique. Ça a toujours été... faites ce que vous voulez, si vous voulez faire du sport, faites du sport, si vous voulez faire de la flûte, faites de la flûte, enfin genre vraiment faites ce que vous voulez. Pendant longtemps je me suis dit je ferai jamais de musique, vraiment j'en ferai pas parce que toute ton enfance, adolescence genre? Ouais, peut-être jusqu'à mes 20 ans je pense, je me suis dit au pire si je fais de la musique vraiment c'est pour moi, je les sors pas, c'est vraiment un plaisir perso et je partagerai pas. Ouais, la raison je pense que c'est quand tu vois le milieu de la musique tel qu'il est de l'intérieur, ça fait moins rêver. Et en fait, quand t'es gamin ou ado, tu dis « Ah, moi, j'ai envie d'être chanteuse, j'ai envie d'être machin, guitariste, soliste ou je sais pas quoi. » Dans la réalité, c'est parce différent. Ouais, c'est ça. Parce que tu t'imagines, tout de suite, tu vois les paillettes, les projecteurs, la fame, tous ces trucs un peu qui font rêver plein d'ados. Et moi, je voyais aussi les à côté de la réalité de ce que vivaient mes parents, où c'était quand même pas un métier forcément facile. T'es souvent sur la route, t'es rarement chez toi avec ta famille, tu vois. Tu travailles beaucoup. Il y a plein de gens qui, encore aujourd'hui, qui vont dire que c'est pas un métier, tu vois, genre être artiste et tout. Oui, puis ton père, depuis que t'es né, il a toujours fait ça. Ouais, moi, ma mère, elle a toujours chanté. Après, elle en a jamais vécu, à part quand elle donnait des cours de chant, mais mon père il a fait de la musique, je pense qu'il s'est lancé vraiment dans la musique quand je suis née, ce qui est le truc pas logique de la plupart des parents, tu vois. Ils se disent on fait un gosse, on trouve le CDI, lui il s'est dit on fait un gosse, je me lance dans la musique, tu vois. Super projet. Et ça a marché, tu vois, donc ton frère actuellement c'est son métier, enfin qu'est-ce qu'il fait du coup? Non, en fait on fait tous d'autres trucs à côté. Mon frère, lui, il a appris la guitare en autodidacte avec un jeu qui s'appelait Rocksmith. Qui s'appelle Rocksmith. En fait, c'est comme un Guitar Hero, mais avec une vraie guitare. Donc, il a appris sur Rocksmith, tu vois. Trop drôle. C'était PS3, PS2 ou PS3, je sais plus. Et tu branchais ta guitare et t'achetais des chansons, t'avais les accords, et puis petit à petit, t'apprends à faire des morceaux, quoi. Il a appris comme ça. Mais en autodidacte, mais genre, il jouait de la guitare, je sais pas, 8 heures par jour pendant des années. D'accord. Pourquoi t'es passé de non à la musique et j'en ferai un peu dans mon coin à switcher, c'était quand? Je me suis jamais dit vraiment je ferai jamais de musique parce que c'est toujours attirant. On a toujours envie d'essayer de bidouiller un truc, de chantonner un petit truc, d'écrire un petit truc et de voir ce que ça peut donner. Et c'est depuis quand que tu chantes, genre? Je sais pas. Je sais pas. En vrai, je pense que ça fait 15 ans. Je dirais que j'ai commencé à faire de la musique vraiment quand j'avais 12-13 ans. Ah oui. Mais je joue pas d'instrument. En fait, j'avais essayé d'apprendre le piano et je me suis dit, putain, faut que j'apprenne les accords et tout. Flemme, le solfège. Tu vois. Le solfège. Ouais, encore, il y en a qui arrivent à jouer sans apprendre le solfège. Mais je me suis dit, rien qu'apprendre les accords, en fait, j'ai pas la patience, tu vois, d'apprendre un instrument. Trop la flemme. Et en fait, j'ai ouvert un logiciel qui s'appelle Pro Tools. J'avais 12-13 ans et on m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Et tu sais, c'est un logiciel de musique où c'est un peu une page blanche où tu arrives, tu crées des pistes avec ton petit piano, tu fais bim, 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 tu fais des petites notes, tu essayes de monter ça pour que ça ressemble à quelque chose. Enfin, que ça ressemble à quelque chose. Quand tu as 12-13 ans, ça ressemble pas à grand-chose, tu vois. Mais je trouve que c'est pas commun pour un enfant de 12-13 ans de faire ça. J'ai jamais entendu quelqu'un qui me disait qu'il faisait ça sur un petit logiciel et tout. Ouais, c'est vrai que à part les ingé-sons, ils commencent tôt. Mais je sais pas, peut-être je te dis, le côté instrumentiste, ça m'a vite découragée. Alors je me suis dit, je vais faire un peu n'importe quoi sur un logiciel. Mais par contre, t'aimes chanter. Ce qui te plaît le plus, c'est chanter ou genre écrire? C'est un ensemble. Ok. On va dire que dans le processus créatif de quand tu fais une chanson, t'as plusieurs moments, on va dire, d'euphorie. T'as le moment où déjà moi j'ai le moment où je reçois la prod parce que je fais la prod avec mon frère, souvent on co-compose à deux, lui va m'envoyer des pistes, je vais réarranger et quand tu dis je tiens un truc intéressant là, déjà t'es content, t'as un truc où tu la prod elle est bien. Après t'as le processus d'écriture où moi je sais que j'aime écrire.
J'ai besoin d'écrire D'accord. parce que, genre, dans la vie, je suis plutôt assez réservée sur mes sentiments, Et même mes si ça émotions. finit pas en musique, juste les mettre sur papier Ouais. pour extérioriser et tout. Ouais, sûrement. Ouais. Je le conscientise pas trop, tu vois, mais Ok. je pense que, Ouais, je pense que oui. Ok. Et donc, quand tu as ce processus-là d'écriture, bah, tu es satisfait. Et à la fin, quand tu reçois le mix, que tu as Ouais. ta prod avec ta voix enregistrée, où tu es content, tu as fait une bonne prise voix, et que tu reçois le mix finalisé, tu fais waouh! Bah, comme là où tu m'as fait écouter Ouais, le le prémix. mix, ouais. Trop bien. J'avais une petite question un peu par curiosité. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi le premier CD Enfin, du coup, t'es la génération où on achetait beaucoup de CD. Ouais. Si tu te souviens un peu, c'était quoi tes artistes préférés quand t'étais genre ado? Et s'il y a un premier CD que t'as acheté ou ton artiste préféré de l'époque? Ah, tiens, de l'époque genre ado, enfant, Ouais, ado, enfant. c'était James Morrison, il s'appelait. Ok, je crois que je vois de Peut-être nom. t'es trop jeune, toi. Ah non, je connais de nom. C'est quoi comme style de musique? C'était, à l'époque, c'était très pop rock anglaise. Ouais, Et des années 2005-2006, tu vois. D'accord. Donc ça, c'était ton artiste C'était mon favori. artiste. Avec tu sais, une voix un peu cassée, une voix un peu rauque. Je fais Ok. ah là là. Et ton père, il faisait quoi comme musique en fait? Il a C'était quoi? fait du jazz pendant Du jazz. quelques années. Bon, le jazz, c'est un peu un milieu particulier. Hmm. Et après, bah, il a fait avec Mes Souvenirs Rouges, c'était plus de la chanson française, musique trad, Ok. chanson française, quoi. Et tu m'avais dit, il était dans un label. Oui, bah oui. Il a Ok. fait. Oui, il a été dans les plus grosses majors, quoi. Ton père et ton frère, ils t'aident à côté d'une autre activité, du coup, c'est ça que tu... Ouais, c'est ça. Je dirais quelles sont tes inspirations musicales ou tes inspirations même, je dirais encore plus loin en général pour écrire ou quoi? Je dirais inspiration musicale, je saurais pas te dire. Je pense que c'est important d'être hyper éclectique dans tout ce que tu écoutes. Ouais. Quand tu composes et quand tu écris, en fait, tu as plusieurs manières d'écrire des chansons. T'en as, on va dire, qui vont essayer de se conformer à un style. C'est-à-dire que si tu veux des titres très radiophoniques, tu vas t'inspirer de ce qui est très radiophonique et du coup, formater un petit peu ta musique dès le début, tu vois, dans ton processus d'écriture. Moi, je fais pas ça. J'essaye de faire de la musique qui me plaît. Ouais, carrément. Je pense que c'est le plus important. Et après, si ça touche des gens, tant mieux, tu vois. Ouais. Donc, j'écoute vraiment de tout, tu vois. J'essaye d'avoir des influences à la fois. J'écoute du rap, j'écoute mais vraiment tout, du jazz, de la musique classique, de la chanson française. Bah, c'est le mieux, je trouve, en vrai. Ouais. De pas se limiter à un genre. Bah ouais, après, ça permet, je pense, de piocher... ce que t'aimes bien dans différents styles. Et puis moi, j'écoute beaucoup... en ce moment, on va dire, j'écoute Dua Lipa pas mal. T'as bien aimé son nouvel album? Ouais, grave. C'est quoi ton titre préféré? Houdini, je pense. Houdini. Ouais. Quand j'essaye de m'inspirer, on va dire, d'un morceau, quand je me dis, ouais, ce morceau, j'aime bien, on va prendre, je sais pas, Houdini par exemple, je vais me dire, je vais essayer de comprendre comment le morceau il a été structuré. Et sans avoir une inspiration, en copier-coller en vrai, mode, ça. Ah, elle a fait ça, donc je vais faire ça, tu vois. Quand je dis inspiration, c'est même pas forcément que ça t'inspire pour ta propre musique à refaire à peu près la même chose ou quoi, c'est... Je sais pas, en mode... parce que je trouve les goûts d'une personne, ça fait un peu la personne aussi. Ouais, c'est clair. Carrément. Et aussi, un truc qui me vient en tête, c'est... du coup, tu fais aussi des clips et visuellement, c'est toutes les idées, elles sortent un peu de ta tête ou c'est un travail de groupe. Je sais souvent le rendu que j'aimerais avoir. Après, il y a des morceaux pour lesquels j'ai pas encore d'idées en tête. Ouais. Par exemple, pour le clip de Redescend, je savais pas. Ouais, comment il est trop, venu en fait? Comment il est venu ce concept de TV show Je sais pas, genre j'ai balancé le truc. Oh, on pourrait faire ça. Ils m'ont dit, oh ouais, bonne idée. Et du coup, ils ont mis ça en place, tu vois. Okay. Et je saurais pas te dire pourquoi j'ai eu cette idée. Ouais, en fait, cette chanson-là, elle est très. Faut prendre du second degré, tu vois, quand tu l'écoutes. Ouais. C'est pas du premier degré. Le processus d'écriture, sur qu'est-ce qui m'inspire, en vrai, c'était ça la question. Ouais. C'était les gens, en fait. Moi, je regarde vachement les gens. Donc, les gens, tes proches ou les gens n'importe qui, les gens, les proches et les gens dans le bus. Enfin, genre vraiment n'importe qui. Je suis pas quelqu'un de très excentrique dans la vie et
Et j'aime bien en fait m'intéresser au comportement humain, tu vois, ça m'intéresse vraiment. Genre les gens, comment ils se comportent entre eux. Tu sais, genre même les rapports de séduction que les gens ils ont entre eux, les rapports, tu sais, les rapports de force, ou dans Redescends, c'est un peu ça que je décris, c'est le fait de se donner une apparence, alors qu'en fait elle n'est pas celle qu'on a vraiment. En fait, on se donne une apparence, on fait genre qu'on est quelqu'un d'autre, et ça c'est... En fait, tu le vois assez souvent. En fait, on se formate tous par rapport un peu aux attentes qu'on a de nous-mêmes, donc ça j'aime bien. Mon rapport à la musique, il a évolué, ça c'est sûr. Je pense que, comme je te disais au tout début, j'avais pas d'ambition. Genre vraiment zéro ambition, je faisais vraiment de la musique pour moi, et il y a un moment donné où j'ai eu énormément d'ambition et j'ai une grosse détermination, et je fais vraiment pas de la musique pour le fun. Enfin, je prends plaisir à faire de la musique, mais il y a une vraie détermination, il y a une grosse déter, ouais. Voilà, d'être connu et tout, et ouais, et c'est pas en soi le fait d'être connu, moi, tu vois, c'est pas moi, tu vois, c'est pas moi j'ai envie d'être connu, que ta musique touche le plus de gens possible, quoi. C'est ça, qu'elle soit diffusée au max de personnes, et je pense que ça c'est lié à ma vie privée, où en fait j'ai pas atteint les objectifs que je m'étais fixés, tu vois, dans ma vie privée, et je me suis dit bon bah j'ai plus rien à perdre. On va tout donner. Bah si c'est une source de motivation, c'est le mieux. Bah ouais, bah du coup c'est pour ça, je me suis dit vas-y, on y va à fond. Et du coup, par rapport au chant en général, comment t'as appris à chanter ? Est-ce que tu as eu des cours de chant à un moment donné, ou... Non. C'est vraiment toi en t'entraînant ou comme ça, ou en chantant que... Ouais, c'est ça, bah en fait... Il n'y a pas ce côté apprentissage scolaire, genre. Ah non. Vraiment... Non, on n'a jamais... Enfin, moi comme mon frère, on n'a jamais eu d'apprentissage. Il n'y a personne qui nous a enseigné la musique, tu vois. Et il chante aussi, ton frère, ou juste de la guitare ? Eh ben, c'est un grand mystère. Ah ouais. En vrai, mon frère, il est très réservé. Moi, je pense qu'il chante juste, mais il n'a jamais chanté. Mais je pense qu'il sait chanter, en vrai. Par rapport à... Je sais pas, il est timide de le faire devant d'autres ? Ah ouais, je pense. Hein. Ah ouais. Après, comme lui et moi, on a beaucoup travaillé dans notre coin. On est vraiment dans notre bulle où on travaille. Lui, il travaille son instrument. Moi, je travaille dans un studio où je suis dans le studio toute seule, tu vois. Donc vraiment, je m'expose pas trop, en fait, au regard des autres, à part quand les morceaux sortent. Ce qui fait que quand tu as une confrontation à un public, genre une confrontation frontale, tu vois, où il faut que tu joues devant des gens, il faut que tu chantes devant des gens. C'était déjà arrivé de faire une sorte de petit... De concert ? Gig, ouais, en mode de chanter devant quelques personnes Non. Non. Tu vois, genre à part vraiment... si je suis un peu obligée, tu vois. Devant tes amis ou quoi, oui. Non. Non, même pas. Enfin, si, devant mes amis, parce que, proche, tu sais, quand je faisais des soirées à l'époque, il y avait toujours quelqu'un qui avait un petit clavier chez lui, c'est genre, ah bah tiens, tu nous ferais peut-être pas une petite chanson. Tu sais, c'est comme dans des fêtes de famille d'Orelsan, genre, et le rappeur de la famille, nous ferait-il pas un petit rap ? Et tu sais, genre, moi, dans ma famille, il y a eu des trucs aussi comme ça. Genre c'est l'anniversaire de la grand-mère, ah bah tiens, on va lui faire une petite chanson. Et donc c'est les seuls moments, je pense, où je suis confrontée au regard des gens qui sont là, quoi. Et sans prétention, mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit tu sais, en mode, ah oui, quand même, ma voix elle est cool, elle est sympa, elle passe bien. Il y a des moments où c'est plus quand en fait je chante très souvent, pas pour me dire il faut que j'ai une rigueur et que je travaille ma voix, c'est pas vraiment ça, c'est juste qu'il y a des moments où j'écoute des artistes que j'aime bien ou qui ont une grosse technique vocale et je me dis vas-y, je vais essayer de le refaire. Et en fait c'est du coup je vais me mettre dans ma cuisine, dans ma salle de bain et je vais répéter. Essayer de refaire le run, le run, c'est ça. Oui. Quand t'as une espèce de riff de voix avec plein d'effets, je me dis allez, on va le tenter. Et là, t'as une petite fierté quand tu le passes, tu fais allez. Je vois. Et oui, tu dois sûrement t'améliorer en faisant ça. Bah ouais, en tout cas, tu perds pas ta voix, parce que si tu travailles pas ta voix, en vrai, tu peux perdre, on va dire, même les notes aiguës si tu travailles pas ta voix, ouais. Ouais, je savais pas. Moi, je sais que je vois quand tu chantes vraiment dans les aigus et que si tu chantes pas dans les aigus pendant 2-3 mois, après, pour retrouver certaines notes, tu galères un peu, quoi. Et j'ai une question qui me vient en tête, là, c'est est-ce que selon toi, tout le monde peut apprendre à chanter? C'est en mode à chanter à peu près bien, genre. En fait, en théorie, je pense. En revanche, la grosse difficulté... le grain de voix, c'est sûr. Ouais, après, t'as le grain de voix de chacun. Tu peux avoir une voix moche, ou là, c'est pas de ta faute. Voilà. Mais la grosse difficulté, c'est pas tant le fait de savoir chanter, mais c'est le fait de savoir entendre, de savoir écouter. Et en fait, t'as des gens, ils pensent qu'ils chantent juste parce qu'ils ont pas l'oreille pour se dire que c'est faux, en fait. Ouais. Et en fait, il y a des gens, ils sont persuadés que ça passe. Ils chantent bien. Mais parce que ils ont pas l'oreille. Et en fait, c'est pas trop une
un travail vocal, mais c'est Ouais. un travail auditif, Ok. d'oreille, et bah de savoir identifier à quel moment t'es faux et à quel moment t'es juste. Ok. Et t'as des gens, en fait, Mais ça, il y a des gens, ils arrivent pas ils arrivent pas à voir qu'ils chantent faux. Mais c'est, Ah enfin, ouais. bah oui. Oui, Mais oui. t'en vois des fois, genre sur Insta, t'as des gens, ils mettent, sans critiquer, tu vois, mais Mm. ils mettent des vidéos de cover de, je sais pas, ils vont te reprendre Beyoncé, tu vois, waouh, mais quel enfer, tu vois, genre Ouais. vraiment, ça n'a rien à voir. Oui, oui, c'est vrai. Et tu dis, mais s'ils le mettent sur Insta, Mm. c'est qu'ils se C'est sont dit, ils pensent c'est que- cool. Ouais, ouais. Mais Il y a alors aussi que la- tout est faux, quoi. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Et il y a la voix aussi. Enfin, nous, on s'entend d'une manière différente Ouais. que quand bah, tu t'entends dans un enregistrement ou quoi. Bah Et ouais. ça, c'est un autre. Enfin, rien que moi, la radio, au début, entendre ma voix et tout. C'est bizarre, C'est ouais. bizarre, ouais. Après, moi, Alors, je te dis, chanter, j'imagine que ça doit ça être autre fait chose. 10 ans qu'on va dire que j'enregistre ma voix, donc Ouais, c'est au bout plus d'un trop un moment, souci. tu t'habitues et t'es pas gêné d'écouter ta propre voix, quoi. Là, j'avais envie de parler du processus, là, d'écriture, vraiment l'écriture précisément. Déjà, premièrement, ah oui, bah, comment viennent tes idées? Du coup, tu m'as dit un petit peu, c'était par rapport aux gens, au rapport entre les gens. Mhm. Et est-ce que tu parles aussi de trucs plus personnels ou... Ouais, en fait, je pense dans le processus d'écriture, c'est important, enfin en tout cas c'est ce qu'on m'a dit dans l'écriture, de pouvoir se mettre à nu. Et je sais que sur les 2 premiers morceaux qui sont sortis, sur Tu connais et Redescends, il n'y a pas trop ce truc de mise à nu, c'est des textes qui sont un peu plus descriptifs sur des situations avec des personnages types, des caricatures, du second degré, il y a de l'humour et tout ça. Mais les vrais textes, on va dire, enfin les vrais textes, ceux en tout cas où je me livre le plus, je pense, enfin pour moi j'ai plus de fierté en fait quand j'écris un texte où je me dis que là je montre mes faiblesses, tu vois. Ok. Et du coup, ça t'arrive, enfin, t'abordes plus des sujets en mode, tu sais pas, parler d'amour, de relations, Je tes parle, relations je parle avec pas tes proches ou... je parle pas de mes relations Quand c'est amoureuses. personnel, c'est quoi à peu près Moi, souvent, les thématiques qui vont revenir, ça va être beaucoup la peur de l'échec, beaucoup. Cette sensation que tu vas pas y arriver ou tout ça. Ce qui fait que, bon, c'est parfois pas un message hyper positif, mais c'est personnel. Et notamment dans Jamais rêver d'être une star, c'est un texte qui est hyper perso. Enfin, là, y a pas de... C'est très premier degré, c'est sur le processus d'écriture, justement. Enfin, Jamais rêver d'être une star, ça parle vraiment de ça, quoi. Et ça te permet, toi, d'extérioriser quand t'écris ça, Ouais, je pense. Ouais. Je pense que je me rappelle quand j'ai écrit ce texte-là, mais c'est la seule fois où ça m'est arrivé dans l'écriture. J'étais le soir chez moi toute seule et j'ai écrit ça et franchement la musique elle est venue en 2 heures, quoi. Ok. Là, franchement ça m'arrive jamais. Ouais. Je peux passer des semaines, voire des mois sur une chanson à me dire putain j'ai pas le deuxième Et couplet. des fois, bordel. c'est... Et là franchement en 2 heures elle a été écrite et j'ai pas retouché au texte en fait. C'est un premier jet et j'ai pas retouché. Ah, c'est trop bien. Ça donne encore plus envie de s'y pencher, je trouve. Analyse de texte. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, tu les écris toute seule et personne n'écrit avec toi ou des fois, il y a des gens qui t'aident? Non, j'écris toute seule. Ok. J'écris toute seule, ouais. Et vraiment, concrètement, t'écris sur un cahier, t'écris dans tes notes de téléphone, t'écris... Ah, j'ai une note de téléphone qui fait je sais pas combien de Ok. pas combien de Que pages. sur ton téléphone? En fait, il y avait une époque où au tout début, je me suis dit, je vais prendre un carnet avec un beau stylo et je vais écrire mes chansons comme ça. Ah non, en fait, Mais en fait, des fois, ça devient... ça devient dégueulasse parce que je fais 12 000 ratures, parce que je reprends un texte, je vais faire, non, ça je vais le mettre couplet de, ah non, ça je vais le mettre après refrain, ah bah non, ça je vais faire un refrain avec un bout de là. Et en fait, pour restructurer un texte, bon, au bout d'un moment, par écrit, c'est possible. Quoi. Puis téléphone, en général, on l'a toujours avec nous. Ouais. C'est plus... des fois, ça devient en mode... T'écris plus quand t'es posée toute seule et tout, ou des fois ça devient en mode dans le bus ou dans une soirée. Ah, j'ai souvent des moments où... En mode, tu sais, vraiment éclair, un peu comme un cliché, Ouais. tu vois, en mode ça... Ah putain, ça pourrait être... Bah, j'ai souvent des moments comme ça où, je te dis, dans mes notes de téléphone, j'ai une note où j'ai que des trucs comme ça qui me viennent en tête, Ok. genre, Donc, il y mais a des genre moments sur 2 phrases. random dans des lieux... Ouais, dans le vraiment- bus, Ouais. je suis en train de prendre un café ou je suis en train de discuter avec quelqu'un et il me dit un truc, je fais, oh, ça c'est intéressant. Et je note. Je fais, à l'époque, on a la réflexion. C'est cool. Et C'est forcément après, moyen. en fait, c'est plus une succession de notes, une succession de phrases, une succession de rimes qui, mises entre elles, n'ont pas de rapport. Donc après, faut Tout structuré. Et ouais, t'aimes ouais. bien ce travail de mettre en couplet, en refrain, qu'est-ce qui pourrait se répéter ou pas, Ça mettre dépend. dans quel ordre. Ça dépend en fait de ce que tu veux faire, du résultat que tu veux atteindre avec ta chanson. Ok. Je vois notamment sur, on va dire, sur des morceaux un peu punchy, un peu funky, où tu as un rythme dansant avec un truc, une bonne basse et tout. Mhm. Il faut avoir un gimmick vocal.
un peu facile à répéter, qui soit bien dans le tempo. Et dans ce cas-là, en fait, je vais d'abord trouver la mélodie et après adapter et trouver un texte qui peut coller à cette mélodie-là avec une sonorité qui va faire que ça va être punchy. En revanche, quand je vais avoir des textes comme Jamais rêvé d'être une star, en fait, j'écris le texte. C'est plus d'abord le texte et après d'abord on le adapte texte. Et après, je vois le texte sur quoi je peux le mettre. Genre sur une boucle de guitare ou sur un clavier plaqué. Et en fait, j'arrive à poser mon texte. En fait, soit tu fais une chanson pour faire bouger les gens, et là, il te faut des gimmicks puissants. Soit c'est une chanson à texte, et dans ce cas-là, il faut que ton texte soit posé, mais assez fort, sur une mélodie qui va être en fait adaptée à ton texte. Donc vraiment, soit tu arrives au studio avec ton texte un peu déjà fait, du coup là, on est en mode, bon, faut trouver une mélodie qui correspond. Ouais. Soit c'est plus le contraire, où en mode, on trouve d'abord la mélodie et on adapte le texte. Okay. C'est ça, ouais, c'est ça. Ok. On va dire expliquer un peu une journée type ou un moment type au studio. Enfin, comment ça se passe concrètement en fait ? En fait, j'enregistre tout à Caen, dans un studio à Caen. Ça se passe comment ? En fait, tout le processus créatif, souvent, moi, je travaille à distance avec mon frère parce que mon frère, il habite en Allemagne. Ah ouais ? Donc, on se voit pas souvent, mais on travaille quand même ensemble à distance. Lui, il compose pas mal, pareil, sur Pro Tools. Il va m'envoyer des prods, des bouts de prod et tout. Et moi, de chez moi, sur mon petit ordi, je vais bidouiller des trucs, commencer à faire des petites mélodies. Comme quand t'avais 12-13 ans. C'est ça, c'est pareil, mais vraiment, genre à l'arrache, où j'enregistre avec mon téléphone à faire genre, cette mélodie elle est pas mal, je pourrais essayer de faire un truc. Et ça commence comme ça, et après, une fois que je me dis, ah ouais, on peut tenir un truc intéressant, là, je vais à Caen pour enregistrer le truc un peu plus au propre. Donc, faut en mode booker le studio, entre guillemets. Ouais, mais j'y ai accès quand je veux. Donc, parce que qui est avec toi au studio quand il n'y a que moi. En fait, c'est moi qui m'enregistre toute seule. Tout le temps. T'es jamais accompagnée au studio ? Ouais, non, quasiment jamais. Ah ouais, ok. Ouais, je suis vraiment seule, tu vois. Ok. Après, j'ai besoin d'avoir... je demande souvent à mes parents, une fois que j'ai enregistré mes trucs, je fais mon prémix, je m'enregistre toute seule, je mixe toute seule, je fais mes arrangements toute seule, ma structure de morceaux toute seule. Et après, je fais écouter à des proches, notamment mes parents, à des amis, tout ça, pour leur dire qu'est-ce que vous en pensez. Et je trouve ça hyper important d'avoir des avis à la fois de gens dont c'est entre guillemets le métier, et des gens qui vraiment n'ont rien à voir avec la musique. Moi, mes amis, comment ça va sonner, comment c'est perçu chez eux. Et en fait, la plupart des gens en fait, qui écoutent ta musique, ils sont pas musiciens. Donc, tu fais pas de la musique pour les musiciens, tu fais de la musique pour que ça plaise au max de gens. Et c'est pour ça que je fais écouter à mes potes, et ils vont me dire, ah ouais, là je comprends pas trop ce que tu dis, ah ouais, mais là j'ai pas compris avec la basse et tout. Et donc du coup ça permet de retravailler, quoi. Et du coup les gens qui produisent avec toi, c'est tous à distance, par exemple si tu peux introduire là le monsieur justement qui a fait le mix par exemple, ou ton frère, enfin en mode une fois que t'as enregistré etc au studio, ça se passe comment en fait ? En fait, une fois que j'ai enregistré au studio, je revérifie bien que j'ai toutes mes pistes. En fait, t'enregistres, après tu fais tout l'arrangement, les petits détails, les petits trucs. Ah bah tiens, on va mettre juste une petite guitare qui fait ding 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 à cet endroit-là. Tu fais vraiment du détail, du détail. Et après, j'envoie ma session. Après, ça part à Paris, chez Martimix, Hugo Martinez. Et lui, il va mixer chez lui, du coup. Okay. Mais c'est vraiment une chance. Et après, il te le renvoie comme ça. Il me renvoie les mix, les pré-mix, parce que lui, il va aussi apporter. Enfin, en fait, le travail de l'ingé son, le mix, c'est indispensable. Ouais. En fait, tu peux avoir un bon morceau en termes de compo, en termes d'écriture et tout ça. Tu fais, le morceau, il est bien. Mais si le mix est mauvais, ton morceau, il a chier. Ouais. Et quand t'as un vrai bon ingé son, comme nous, c'est le cas, on a vraiment de la chance de bosser avec lui. Lui, il arrive à te transformer ta chanson pour que ça passe de « Ah ouais, c'est cool » à « Putain, c'est exceptionnel, c'est incroyable ». Mais c'est un vrai talent, en fait, ça, au final. Ingé son, en vrai, où c'est des trucs que t'apprends. Parce que vraiment, il bosse énormément. Ouais. En fait, c'est un talent dans le sens où là, t'es obligé d'avoir des oreilles de fou. T'as intérêt de déguiser tes oreilles, tu vois. Ouais. Et lui, je sais que je pense ça fait une vingtaine d'années, je pense qu'il fait ça. Ouais, peut-être. Okay. Peut-être pas une vingtaine d'années. Je sais pas quel âge il a.
une quinzaine d'années, je pense. Et ton frère, il t'envoie plutôt des mélodies, lui, du coup ou... Ouais, c'est ça. Okay. En fait, mon frère, il va m'envoyer... Mon frère, il est très... c'est un grand mélodiste, tu vois. Moi, je le trouve très, très doué parce qu'il est très bon à la guitare, très bon à la basse. En plus, là, il va apprendre le clavier. Donc, je me dis, vas-y, multi-instrumentiste de ouf. Et lui, il fait des prods très, très complexes, parfois trop complexes, où moi, j'ai du mal, du coup, à poser dessus parce que, tu sais, ça part dans tous les sens. T'as des claviers méga jazzy, machin. Et tout, tout est... Enfin, musicalement, c'est très intéressant. Mais je me dis, pour moi, c'est chaud, tu vois. Ouais, ça dérive, c'est même plus vraiment j'ai plus pop, de place. c'est expérimental. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je me dis, j'ai pas de place là pour chanter, tu vois. Okay. Donc après, moi, le taf que je vais avoir, c'est de redécouper en fait tout et de restructurer pour me dire, attends, faut que j'ai un couplet, faut que j'ai un refrain. Mais ça arrive parfois qu'il m'envoie une prod et elle est parfaite. Putain, la structure elle est top, genre tout est nickel. C'est aléatoire, ça peut être toutes les... c'est en fonction de comment il a inspiré aussi lui. Ouais, c'est ça. Okay. Et puis on en parlait beaucoup, on en parlait pas mal entre nous, parce qu'on a quand même des moments de creux quand t'es tout seul chez toi et que tu te forces un peu à avoir une discipline, parce que comme je te disais, on a une grosse détermination, donc du coup ça fait qu'on s'impose une discipline un peu, parfois un peu hardcore, où on se dit, faut que je compose tant de morceaux, moi je me dis, faudrait que j'en compose donc il y a quelque chose, une quantification genre. Ouais, un peu. Enfin, je sais que moi, je suis un peu comme ça, à me dire... Ça t'aide à garder un cadre. Ouais, c'est ça. Sauf que l'avantage, en fait, de la discipline dans la création, c'est que du coup, tu te perds pas trop, tu sais où tu vas. Moi, j'aime bien savoir où je vais et pourquoi je fais les choses. L'inconvénient, c'est que il y a des moments où t'es pas bon. Enfin, t'as pas d'inspi en fait. Okay. Et tu déprimes parce que tu dis putain, je suis vraiment une merde. C'est ça, l'inspiration, ça se contrôle pas. Parce que ce soir-là, t'y arrives pas. Ouais. Et voilà. Du coup, tu te trouves nul. Ça doit être compliqué au niveau de garder une motivation des fois. Ouais. Mais du coup, c'est l'avantage que j'ai, c'est qu'avec mon frère, on vit la même chose, chacun de notre côté, et du coup, on peut se rassurer un peu. Ouais. Du coup, c'est un peu ma prochaine question, c'était comment tu vis la création et le travail en famille, si tu pouvais donner des avantages et des inconvénients. Le fait d'être en famille... l'avantage, c'est que mon frère et moi, on a des compétences très différentes. Complémentaires. Ouais, et du coup, très complémentaires. Ouais. Moi, je le trouvais extrêmement doué. Et je me dis, putain, mais cette patience d'apprendre des instruments, de maîtriser les instruments, ça fait qu'il travaille des heures et des heures et des heures et des heures. Je pourrais pas. Ouais, c'est ça. Je me dis, waouh, mais quelle persévérance, quoi, incroyable. Et moi, de mon côté, il me dit, ouais, mais toi, t'arrives à... Moi, mon truc, c'est plus la structuration des morceaux, l'arrangement, le chant et l'écriture et la compo des mélodies et tout ça, et même sur le mix j'aime bien, tu sais, j'ai des petits trucs que j'aime bien et tout. Okay. Et c'est vraiment chacun son truc, et du coup on est hyper complémentaires. Ok. Et un inconvénient l'inconvénient, sans critiquer ta famille. Avec mon frère en fait on se comprend bien, il n'y a pas trop d'inconvénients de bosser ensemble, justement, il n'y a pas de problème à dire les choses. Vous avez une bonne communication. Ouais, de ouf. Okay. Il y a des moments où il fait écouter des trucs parce que lui, il y a des moments où il produisait beaucoup. En fait, c'est vraiment, comme tu disais, c'est des passes. Il y a des moments où tu as vraiment une grosse inspi, il va me pondre, je sais pas, 4 prods dans la semaine, et il va me faire écouter, je vais faire oh là là, ça c'est vraiment de la merde. Et genre, il n'y a pas de tabou. Okay. Non. Il va pas le prendre mal, il est pas susceptible. Non, même lui me dit, attends, je te fais écouter mes merdes. Okay. Et genre, qu'on sélectionne ensemble, je fais là, c'est n'importe quoi. C'est cool. Mais non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'impact sur vos relations de vraiment frères et sœurs Non, pas pour le moment. Repas de famille, tu vois, en mode ça va pas... non, il n'y a pas de... Pas pour le moment. Après, peut-être que le jour où on se dira faut faire des concerts, ou du coup, il faut s'organiser différemment, le fait qu'il soit en Allemagne, que moi je suis en France et tout, peut-être ça va peut-être... C'est son travail principal qui est en Allemagne ou c'est sa vie, tout simplement? C'est les deux, il vit là-bas, quoi. Au niveau du processus de création, est-ce que tu as une fierté en particulier? Et c'est quoi aussi le challenge principal? Le challenge principal, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'arriver à atteindre ses objectifs. C'est-à-dire que moi, je me mets quand même des bons gros objectifs. Donc c'est un gros challenge, il y a des moments où je travaille de ouf et du coup l'inconvénient de ça, c'est que je me mets des moments où j'ai un stress de malade. Okay. Je me mets une énorme pression toute seule, tu vois, personne ne me la met. Genre, c'est moi qui me la mets toute seule. Je me fais putain, faut que ça avance, faut que ça aille vite. Et du coup l'inconvénient, c'est peut-être
d'être trop, tu vois, à foncer la tête dans le guidon, y aller à fond sans s'arrêter. Alors, ou des fois, il faudrait peut-être Ouais, plus prendre son temps. Et notamment, même, j'en parlais avec Clément et Charlotte qui réalisent les clips, du fait de, moi, tu vois, je vais me dire, ah bah, le 4e morceau, il va sortir en septembre, à telle date, nanana. Et en fait, on se disait, ouais, mais en fait, c'est peut-être mieux de repousser la sortie et quand même d'avoir un clip plus travaillé et d'avoir un truc mieux. On pourra en reparler, mais justement, l'autoproduction, entre guillemets, c'est que tu peux un peu gérer ça en mode, il n'y a pas des gens qui vont être derrière toi en mode, bon, on attend ça à telle date. Ouais, mais je me le fais toute seule, en fait. T'es ton propre label. Ouais, de toute façon, je suis plus sévère que les labels avec moi-même, tu vois. En fait, d'un côté, ça te met une discipline, mais après, il ne faut pas que ça impacte le processus. C'est ça, parce que le problème, en fait, d'être discipliné... Enfin, après, ça va, je me lève pas à 8h tous les jours, je sais pas, genre 9h, 20h. Ouais. Il y a des jours où ça m'arrive. Le fait d'avoir beaucoup de discipline, du coup, dans le processus créatif, ça fait qu'au bout d'un moment, tu perds la créativité, quoi. Ouais. Et du coup, tu déprimes un peu dans ton coin et il faut arriver à lâcher, quoi. D'un autre côté, un truc dont tu es fier dans le processus, peut-être de travailler tout simplement avec ton frère et que ça marche comme ça et tout. Toute l'équipe, en fait. En vrai, il n'y a pas que mon frère. Le fait de travailler avec Hugo Martinez, grosse fierté, ça. Ça, énorme fierté, parce que c'est un ingé son, comme je te disais, qui est très réputé et qui bosse avec vraiment tous les artistes top, avec PLK, PNL, Angèle. Qui est venu à toi. Et qui est venu à moi, ouais. Ça, et je me suis dit, bon, allez. On enfonce la porte, on va lui demander direct s'il peut mixer mes sons. Carrément. Et il m'a dit que carrément ça lui plairait c'est vraiment ma philosophie, tu vois. Je me dis vas-y, et comme je te disais tout à l'heure, rien à perdre, on fonce dans le tas, on voit si ça marche. Pour le moment, ça fonctionne pas mal, cette stratégie-là. Est-ce que tu aurais une anecdote? Le dernier clip sur Jamais rêvé d'être une star, on a quand même eu des conditions météo excellentes. Genre, c'était incroyable, genre trop de la chance. Le problème, c'est que c'est la plage, il y a de la bouillasse. Moi, j'étais en talons et à des moments, ça glisse, tu vois. En fait, du coup, dès qu'il fallait que je me déplace, t'avais quelqu'un qui me tenait la main, genre vas-y, on déplace la gosse et tout. Et il y en a qui ont perdu un peu leurs chaussures dans la bouillasse, tu vois. Okay. Genre, mais pas moi. Ça doit faire des bons souvenirs, c'est la cohésion d'équipe et tout. Ouais, en fait, tu sais, vraiment le truc hyper marrant, c'est qu'il y a un plan où Clément, il tourne autour de moi, où je suis sur la plage avec la caméra, et du coup, ça veut dire que toute l'équipe doit courir derrière lui pour pas être dans le plan, tu vois. Donc, c'est-à-dire que en fait, fallait pas rigoler, mais en fait, moi, j'étais là, fallait que je regarde la mer, et je les voyais, genre, courir, genre, faire des cercles autour de moi, et en fait, plus le cercle était large, du coup, il sprintait, tu vois, genre, le photographe, il sprintait comme ça. Et toi, tu dois vraiment rester dans ton truc. En fait, je dois regarder la mer et je les vois passer en sprint devant moi. Donc forcément, je rigole, tu vois, genre c'est pas possible. T'avais plusieurs prises du coup. Ouais, mais genre ça, c'est les voir sprinter comme des malades. Et puis en plus, ils étaient en train de rigoler parce que forcément, ils sont pas à l'écran, donc ils se tapent des énormes barres en courant devant moi. mais moi, je suis putain, rigole pas. Okay. Donc ça, c'est marrant. Trop drôle. C'était marrant. Est-ce qu'il y a un truc que tu préfères dans tout le processus de création? C'est plusieurs étapes en fait, et c'est des émotions un peu différentes. Moi, quand je suis en studio, je suis vraiment dans ma bulle. Je vois même pas le temps passer. Il y a vraiment des moments où j'oublie de manger, tu vois. Enfin, genre vraiment, je suis pas là. Enfin, même si ma grand-mère m'appelle ou il se passe quoi que ce soit, je suis pas là, tu vois. Enfin, j'oublie. mais il est à l'autre bout de la pièce, j'en sais rien. S'il se passe des trucs, je suis pas au courant. Okay. Et ça, t'as ce côté-là où t'es seul avec ta musique et t'as la satisfaction de faire un truc qui est bien. Ou... C'est vraiment, tu fais le vide dans ta tête, il y a que ça qui existe, toi et la musique. Et ça, c'est hyper satisfaisant. Et l'autre étape vraiment hyper euphorisante, moi, c'est quand je reçois le mix. Quand je reçois le mix, franchement, je me contiens parce que rarement je suis seule et tout, mais j'ai envie de sauter partout. Genre, putain, c'est ça, c'est comme t'as une grosse nouvelle ou tu as les cadeaux de Noël quand t'as 8 ans. Non, mais il m'envoie le WeTransfer à 19h07, à 19h08, il est ouvert, c'est bon. Impatiente, quoi. Et souvent, quand j'écoute le mix, mais il est tellement fort que j'ai rien à dire. C'est tellement bien que... Ça fait que d'améliorer ton truc de base, quoi. C'est ça. Je me dis, putain, mais il est trop fort. Il est trop fort. J'ai cru comprendre que qu'il y avait une sorte de pause quand tu faisais de la musique, et un changement de direction artistique, on va dire, et de, je sais pas, un changement d'état d'esprit, et que tu avais arrêté pendant quelques temps la musique et que tu as repris. Ouais. Et est-ce que tu peux me parler d'un moment où tu as eu une sorte de déclic, où tu as arrêté et tu as eu un gros changement, tu vois, un gros shift dans tout ça, en mode, que ce soit ce moment-là ou un autre en vrai? Je pense que c'était 2022. 2022, j'avais
Rien sorti, j'avais sorti un titre vite fait dans l'année. J'avais sorti un EP en 2021, mais c'était plus... j'avais pas encore l'ambition que j'avais maintenant, C'est pas ça, la détermination c'était le côté que j'avais ambition. maintenant. Ouais, là, ce switch-là, c'était fin 2022, ouais. En fait, comme je te disais, j'ai pas atteint les objectifs perso que je m'étais fixés dans ma vie, et je me suis retrouvée à me dire, putain, j'ai tout raté, tu vois. Donc non, pas en rapport avec la musique, du coup. Pas en rapport avec la musique. C'était autre chose. Okay. Et j'avais des objectifs que j'avais depuis que j'étais gosse de vie, tu vois. Et t'arrives à un moment et en fait tu te dis putain, j'ai pas réussi. Et du coup je me suis retrouvée là à me dire bon, qu'est-ce qu'on fait les gars. Et je me suis dit c'est le moment ou jamais de faire de la musique pour de vrai, de tenter le truc pour de vrai, et du coup j'y suis allée à fond. Et tu penses que t'as changé aussi en mode de direction artistique, tu vois, en mode comment tu voyais les choses Ouais, ça je pense que c'est normal. Ta musicalité en général. Ouais, je pense que ça c'est la maturité. Quand tu fais de la musique au tout début sur les peut-être 5 premières années, on va dire que tu as ce côté un peu genre non mais moi je fais de la musique pour moi, personne va me dire comment je vais faire de la musique. Tu sais, t'es un peu snob alors que t'es personne, tu vois. Ouais. Et en fait, après, tu apprends à écouter les conseils. Tu te dis, il y a des gens quand même dont c'est le métier qui vont savoir t'aiguiller. Faut pas être fermé, faut savoir se dire, attends. Là, j'étais beaucoup, beaucoup plus ouverte à avoir une aide extérieure et à pas être toute seule dans mon coin parce que je me suis dit, faut que ça marche et on va tout mettre de notre côté pour que ça marche. La dernière question de ce chapitre de cet épisode, c'était si tu pouvais me parler de tes singles en fait là qui sont sortis. Du coup, on a Tu connais, Redescends et Jamais rêvé d'être une star. Et est-ce que t'en as un préféré ? Moi, je pense que au tout début, j'avais méga misé sur Tu connais, qui a bien marché. Donc j'étais contente parce le retour aussi, en plus, c'est le comeback. Le comeback. Et donc celui-là, j'avais méga misé dessus. Et sur Jamais rêvé d'être une star, au tout début, je voulais pas trop le sortir. Je me suis dit, attends, c'est un texte méga perso, enfin ça va toucher personne, c'est pas un truc universel où les gens vont se reconnaître et tout ça. Et maintenant, je me dis, attends, il est quand même vraiment bien. Et je suis quand même fière de ce morceau-là, tu vois. C'est bien de se dévoiler un petit peu et tout. Mais ça doit être un exercice difficile d'être vulnérable comme ça. Ouais, ça me dérange pas. Ouais. Moi, ça me dérange pas de... En fait, quand j'étais ado, tout ça, t'avais ce truc de si t'es sensible, c'est que t'es faible. Et du coup, j'ai toujours mis ça de côté. Mais maintenant, je sais que c'est... Quand tu montres vraiment tes faiblesses, ça touche plein de gens, en fait. Mais c'est ça, les gens, ils peuvent s'identifier plus à... plus en profondeur, quoi, ou pas juste vibe avec ton son. Puis en fait, j'ai pas envie de me créer un personnage, de me dire de toute façon je suis trop une femme forte, indépendante, nanani, nique tout le monde. Genre je suis pas comme ça dans la vie. Et je suis j'aimerais bien montrer vraiment qui je suis pour de vrai. Okay. À la fois avec le côté marrant de Redescends, de Tu connais, où c'est rigolo, tout ça. Et à la fois l'autre côté où c'est peut-être plus sombre, où en fait ça fait partie de tout le monde, tu vois. Tout le monde n'est pas méga joyeux ou méga sombre, tu vois. Carrément, ouais. Tu nuances. Voilà, je nuance. Maintenant, passons à des questions avec 2 choix où Eléa doit répondre rapidement d'instinct. On va dire chanson slow ou chanson entraînante ? Chanson entraînante. Enregistrer en studio ou tourner un clip ? Enregistrer en studio. Père ou frère pour le travail ? C'est dire frère. Piano ou guitare ? Je suis nulle les deux. Piano, je suis moins nulle, mais... Est-ce que tu aimes, toi, en mode, tu préfères le piano ou la guitare ? Je préfère le piano. Et Tu connais ou Redescends ? Tu connais. Du coup, on vient de finir l'épisode 1 qui est porté sur le processus artistique d'Eléa et créer et travailler en famille. Donc merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Merci à toutes et à tous pour votre écoute du tout premier épisode du podcast Jamais rêvé d'être une star par Westrack Radio en compagnie de la talentueuse Eléa. Vous pouvez réécouter cet épisode portant sur le processus créatif d'Eléa sur notre site internet ainsi que sur Spotify en cherchant Jamais rêvé d'être une star. Restez connectés pour le prochain épisode du podcast où nous traiterons le sujet Être une femme dans la musique. Celui-ci sortira et sera diffusé au mois de juillet. Retrouvez Eléa sur Instagram @elea.music et on finit cet épisode en s'écoutant l'une de ses dernières sorties que vous pouvez retrouver en streaming sur toutes les plateformes. Voici Redescends par Eléa. Mais jusqu'où tu comptes aller comme ça, mets-toi de limite, sinon c'est moi qui le fais. Mais jusqu'où tu comptes aller?
bizarre. J'entends le jugement dans tes discours altruistes. Pense pas à moi, je le fais déjà, toute seule toute la journée. Y'a pas de vérité, y'a que des points de vue, mais je trouve que les tiens sont nuls. Si je te dis rien, que je fais juste dis-toi que c'est mauvais signe. Bla, t'as juste les mêmes idées que ta télé. Si rien va, vas-y va changer le monde. Je te prête mon VTT. Pourquoi tu cherches à tout prix à choquer? Va falloir penser à se calmer. Oh, mais jusqu'où tu comptes aller? Comme ça, mets-toi des limites, sinon c'est moi qui te fais. Mais jusqu'où tu comptes aller? Comme ça, redescends. Mais jusqu'où tu comptes aller? Comme ça, mets-toi des limites, sinon c'est moi qui le fais. Mais jusqu'où tu comptes aller? Comme ça, redescends, redescends. You te la joues pas street, c'est ta mère qui paye tes sables, c'est pas le shit. Pourquoi tu t'excites, c'est pas une sacoche qui te rendra plus viril. C'est bon chérie, on a compris pourquoi tu chantes en soutif. Viens pas dire après que tu fais de la musique. Mec, ta tête est immense, je parie que tu passes plus les portes. Ta bouche est bruyante, ton cerveau fait pas d'effort. Pourquoi tu cherches à tout prix à te montrer? Va falloir penser à se calmer. Oh, mais jusqu'où tu comptes aller? Comme ça, mets-toi des limites, sinon c'est moi qui le fais. Mais jusqu'où tu comptes aller? Comme ça, redescends. Mais jusqu'où tu comptes aller? Comme ça, mets-toi des limites, sinon c'est moi qui le fais. Jusqu'où tu comptes aller? Comme ça, redescends.